À la fin, Robinson n'en pouvait plus d'attendre en surveillant l'horizon vide. Il décida d'entreprendre la construction d'un bateau assez important pour rejoindre la côte du Chili. Pour cela, il lui fallait des outils. Il se résigna donc, malgré sa répugnance, à visiter l'épave de la Virginie pour en rapporter tout ce qui lui serait utile. Il réunit avec des lianes une douzaine de rondins en un sorte de radeau, instable certes, mais cependant utilisable à condition qu'il n'y ait pas de vagues. Une forte perche lui servit à faire avancer le radeau, car l'eau était peu profonde par marée basse jusqu'aux premiers rochers sur lesquels il put ensuite prendre appui. Il fit ainsi par deux fois le tour de l'épave. Ce qu'on pouvait voir de la coque était intact, et elle devait être plantée sur un récif caché sous l'eau. Si l'équipage était resté à l'abri de l'entrepont, au lieu de s'exposer sur le pont balayé par les lames, tout le monde aurait eu peut-être la vie sauve. Le pont était encombré par un tel enchevêtrement de mâts rompus, de vergues et de câbles emmêlés, qu'il était difficile de se frayer un passage. Le même désordre régnait dans les soutes, mais l'eau n'y avait pas pénétré, et Robinson trouva dans des coffres des provisions de biscuits et de viande séchée dont il mangea ce qu'il put en l'absence de boisson. Certes, il y avait aussi des bonbonnes de vin et d'alcool, mais Robinson était abstinent. Il n'avait jamais goûté à une boisson alcoolisée, et il entendait bien se tenir à cette résolution. La grande surprise de la journée fut la découverte dans la partie arrière de la cale de 40 tonneaux de poudre noire, une marchandise dont le capitaine ne lui avait pas soufflé mot, de peur sans doute de l'inquiéter. Il fallut à Robinson plusieurs jours pour transporter sur son radeau et mener jusqu'à terre tout cet explosif, car il était interrompu la moitié du temps par la marée haute qui l'empêchait de manœuvrer à la perche. Il en profitait alors pour mettre les tonneaux à l'abri du soleil et de la pluie sous une couverture de palmes immobilisée par des pierres. Il rapporta également de l'épave 2 caisses de biscuits, une longue vue, 2 mousquets à silex, un pistolet à double canon, 2 haches, une bêche, une pioche, un marteau, un ballot d'étoupe et une vaste pièce d'étamine rouge, étoffe de peu de prix destinée à d'éventuels échanges avec des indigènes. Il retrouva dans la cabine du capitaine le fameux tonnelet à tabac bien fermé, et à l'intérieur la grande pipe de porcelaine, intacte malgré sa fragilité. Il chargea aussi sur son radeau une grande quantité de planches arrachées au pont et aux cloisons du navire. Enfin, il trouva dans la cabine du second une Bible en bon état qu'il emporta enveloppée dans un lambeau de voile pour la protéger. Dès le lendemain, il entreprit la construction d'une embarcation qu'il baptisa par anticipation l'Évasion. Dans une clairière parfaitement plane, Robinson mit à jour sous les herbes un beau tronc de myrte sec, sain et de belle venue qui pourrait faire la pièce maîtresse de son futur bateau. Il se mit aussitôt au travail, non sans continuer à surveiller l'horizon qu'il pouvait voir de son chantier, car il espérait toujours la survenue d'un navire. Après avoir ébranché le tronc, il l'attaqua à la hache pour lui donner le profil d'une poutre rectangulaire. Malgré toutes ses recherches dans la Virginie, il n'avait pu trouver ni clous, ni vis, ni vilebrequin, ni même une scie. Il travaillait lentement, soigneusement, assemblant les pièces du bateau comme celles d'un puzzle. Il escomptait que l'eau, en faisant gonfler le bois, donnerait à la coque une solidité et une étanchéité supplémentaires. Il eut même l'idée de durcir à la flamme l'extrémité des pièces, puis de les arroser après l'assemblage pour mieux les souder dans leur logement. 100 fois le bois se fendit sous l'action soit de l'eau, soit de la flamme. Mais il recommençait toujours sans ressentir ni fatigue ni impatience. Dans ses travaux, c'était le manque d'une scie dont Robinson souffrait le plus. Cet outil, impossible à fabriquer avec des moyens de fortune, lui aurait épargné des mois de travail à la hache et au couteau. Un matin, il crut rêver encore en entendant à son réveil un bruit qui ne pouvait être que celui d'un scieur en action. Parfois, le bruit s'interrompait, comme si le scieur changeait de bûche, puis il reprenait avec une régularité monotone. Robinson sortit doucement du trou de rocher où il avait l'habitude de dormir, et il avança à pas de loup vers l'endroit d'où provenait le bruit. D'abord, il ne vit rien, mais il finit par découvrir au pied d'un palmier un crabe gigantesque qui sciait avec ses pinces une noix de coco serrée dans ses pattes. Dans les branches de l'arbre à 6 mètres de haut, un autre crabe cisaillait la queue des noix pour les faire tomber. Les 2 crabes ne parurent pas du tout gênés par l'arrivée de Robinson et ils poursuivirent tranquillement leur bruyant travail. Faute de vernis ou même de goudron pour enduire la coque, Robinson entreprit de fabriquer de la glu. Il dut pour cela raser presque entièrement un petit bois de houx qu'il avait repéré dès le début de son travail.
Pendant 45 jours, il débarrassa les arbustes de leur première écorce et recueillit l'écorce intérieure en la découpant en lanières. Puis il fit longtemps bouillir dans un chaudron ces lanières d'écorce et il les vit peu à peu se décomposer en un liquide épais et visqueux. Il répandit ce liquide encore brûlant sur la coque du bateau. L'évasion était terminée. Robinson commença à rassembler les provisions qu'il embarquerait avec lui, mais il abandonna bientôt cette besogne en songeant qu'il convenait d'abord de mettre à l'eau sa nouvelle embarcation pour voir comment elle se comporterait. En vérité, il avait très peur de cette épreuve qui allait décider de son avenir. L'évasion allait-elle bien tenir la mer? Serait-elle assez étanche? N'allait-elle pas chavirer sous l'effet de la première vague? Dans ses pires cauchemars, elle coulait à pic, à peine avait-elle touché l'eau, et Robinson la voyait s'enfoncer comme une pierre dans des profondeurs vertes. Enfin, il se décida à procéder au lancement de l'évasion. Il constata d'abord qu'il était incapable de traîner sur l'herbe et sur le sable jusqu'à la mer cette coque qui devait bien peser 500 kilos. À vrai dire, il avait complètement négligé ce problème du transport du bateau jusqu'au rivage. C'était en partie parce qu'il avait trop lu la Bible et surtout les pages concernant l'arche de Noé. Construite loin de la mer, l'arche n'avait eu qu'à attendre que l'eau vînt à elle sous forme de pluie et de ruissellement du haut des montagnes. Robinson avait commis une erreur fatale en ne construisant pas l'évasion directement sur la plage. Il essaya de glisser des rondins sous la quille pour la faire rouler. Rien ne bougeait et il parvint tout juste à défoncer l'une des planches de la coque en pesant sur elle avec un pieu qui basculait en levier sur une bûche. Au bout de 3 jours d'efforts inutiles, la fatigue et la colère lui brouillaient les yeux. Il songea alors à creuser depuis la mer une tranchée dans la falaise jusqu'à l'emplacement du bateau. Celui-ci pourrait glisser dans cette tranchée et se retrouver ainsi au niveau du rivage. Il se jeta au travail. Puis il calcula qu'il lui faudrait des dizaines d'années de travaux de terrassement pour réaliser ce projet. Alors il renonça. Pendant les heures les plus chaudes de l'été, les sangliers et leurs cousins d'Amérique du Sud, les pécaris, ont l'habitude de s'enfouir le corps dans certains marécages de la forêt. Ils battent l'eau du marécage avec leurs pattes jusqu'à ce qu'elle forme une sorte de boue très liquide, puis ils s'y enfoncent en ne laissant passer que leur tête et se trouvent ainsi à l'abri de la chaleur et des moustiques. Découragé par l'échec de l'évasion, Robinson avait eu l'occasion de suivre un jour un troupeau de pécaris qu'il avait vu s'enfuir ainsi dans leur souille. Il était si triste et si fatigué qu'il avait eu envie de faire comme ces animaux. Il avait enlevé ses vêtements et il s'était laissé glisser dans la boue fraîche, en ne laissant passer à la surface que son nez, ses yeux et sa bouche. Il passait des journées entières couché ainsi au milieu des lentilles d'eau, des nénuphars et des œufs de grenouille. Les gaz qui se dégageaient de l'eau croupie lui troublaient l'esprit. Parfois il se croyait encore dans sa famille à York. Il entendait les voix de sa femme et de ses enfants. Ou bien il s'imaginait être un petit bébé dans un berceau et il prenait les arbres que le vent agitait au-dessus de sa tête pour des grandes personnes penchées sur lui. Quand il s'arrachait le soir à la boue tiède, la tête lui tournait. Il ne pouvait plus marcher qu'à 4 pattes et il mangeait n'importe quoi, le nez au sol, comme un cochon. Il ne se lavait jamais et une croûte de terre et de crasse séchée le couvrait des pieds à la tête. Un jour qu'il broutait une touffe de cressons dans une mare, il crut entendre de la musique. C'était comme une symphonie du ciel, des voix d'anges accompagnées par des accords de harpe. Robinson pensa qu'il était mort et qu'il entendait la musique du paradis. Mais en levant les yeux, il vit pointer une voile blanche à l'est de l'horizon. Il se précipita jusqu'au chantier de l'évasion où traînaient ses outils et où il retrouva son briquet. Puis il courut vers l'eucalyptus creux, enflamma un fagot de branches sèches et le poussa dans la gueule, couvrait le tronc au ras du sol. Un torrent de fumée âcre en sortit aussitôt, mais le feu parut tarder à prendre. D'ailleurs, à quoi bon? Le navire se dirigeait droit sur l'île. Bientôt, il allait jeter l'ancre à proximité de la plage et une chaloupe allait s'en détacher. Avec des rires de fou, Robinson courait en tous sens à la recherche d'un pantalon et d'une chemise qu'il finit par retrouver sous la coque de l'évasion. Puis il courut vers la plage, tout en se griffant le visage pour démêler la barbe et les cheveux qui lui faisaient un masque de bête. Le navire était tout près maintenant et Robinson le voyait distinctement incliner gracieusement toute sa voilure vers les vagues crétées d'écume. C'était un de ces galions espagnols qui rapportaient autrefois à travers l'océan l'or, l'argent et les gemmes du Mexique. À mesure qu'il s'approchait, Robinson distinguait une foule brillante sur le pont. Une fête paraissait se dérouler à bord. La musique provenait d'un petit orchestre et d'un chœur d'enfants en robe blanche groupés sur le gaillard d'arrière.
Des couples dansaient noblement autour d'une table chargée de vaisselle d'or et de cristal. Personne ne paraissait voir le naufragé, ni même le rivage que le navire longeait maintenant après avoir viré de bord. Robinson le suivait en courant sur la plage. Il hurlait, agitait les bras, s'arrêtait pour ramasser des galets qu'il lançait dans sa direction. Il tomba, se releva, tomba encore. Le galion arrivait maintenant au bout de la plage où commençait une région de dunes de sable. Robinson se jeta à l'eau et nagea de toutes ses forces vers le navire dont il ne voyait plus que le château arrière drapé de brocart. À l'une des fenêtres pratiquées dans l'encorbellement, une jeune fille était accoudée et souriait tristement vers lui. Robinson connaissait cet enfant, il en était sûr, mais qui était-ce? Il ouvrit la bouche pour l'appeler. L'eau salée envahit sa gorge. Ses yeux ne virent plus que de l'eau verte où fuyait une petite raie à reculons. Une colonne de flammes le tira de son évanouissement. Comme il avait froid. Là-haut sur la falaise, l'eucalyptus flambait comme une torche dans la nuit. Robinson se dirigea en titubant vers cette source de lumière et de chaleur. Il passa le reste de la nuit recroquevillé dans les herbes, le visage tourné vers le tronc incandescent, et il se rapprochait du foyer à mesure que sa chaleur diminuait. Vers les premières heures de l'aube, il parvint enfin à identifier la jeune fille du galion. C'était sa propre sœur, Lucie, morte plusieurs années avant son départ. Ainsi, ce bateau, ce galion, type de navire qui avait d'ailleurs disparu des mers depuis plus de 2 siècles, n'existait pas. C'était une hallucination, un produit de son cerveau malade. Robinson comprit enfin que les bains dans la souille et toute cette vie paresseuse qu'il menait étaient en train de le rendre fou. Le galion imaginaire était un sérieux avertissement. Il fallait se ressaisir, travailler, prendre son propre destin en main. Il tourna le dos à la mer qui lui avait fait tant de mal en le fascinant depuis son arrivée sur l'île, et il se dirigea vers la forêt et le massif rocheux. C'était donc le 2e épisode de Vendredi ou la vie sauvage, et comme hier, je vous pose 3 questions, 2 questions à choix multiples et une question ouverte. Alors la première question que je vous pose, c'est quel nom Robinson donne-t-il à l'embarcation qu'il est en train de construire? Quel nom Robinson donne-t-il à l'embarcation qu'il est en train de construire? Est-ce que c'est l'espoir, la liberté ou l'évasion? L'espoir, la liberté ou l'évasion? Et la deuxième question à choix multiples que je vous propose, c'est pour rejoindre quelle côte Robinson construit-il cette embarcation? Est-ce que c'est pour rejoindre le Chili, le Brésil ou la Californie? Donc je répète la deuxième question. Pour rejoindre quelle côte Robinson construit-il son embarcation? Est-ce que c'est le Chili, le Brésil ou la Californie? Et enfin, la troisième et dernière question pour aujourd'hui, qui est une question ouverte. C'est en lien avec ce qui s'est passé pour nous ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que vous pensez que le confinement que l'on a vécu, c'est un peu la même chose que l'isolement et la solitude que ressent Vendredi sur son île déserte? Est-ce que vous pensez que Vendredi a pu ressentir les mêmes choses que nous en confinement? Et donc vous me dites oui ou non, et puis vous m'expliquez pourquoi. Voilà, à votre avis, est-ce que le confinement et l'isolement, c'est la même chose? Oui, non, et surtout, expliquez-moi pourquoi vous pensez ça. À demain pour un nouvel épisode.